Quelle est votre analyse un peu globale de la situation aujourd'hui en Iran, au Liban, avec les États-Unis et Israël? Vaste sujet, hein, comme aurait Oui. dit De Gaulle. Si on veut prendre le maximum de hauteur de vue, on a affaire quand même à une situation qui est celle d'une guerre sans fin, en fait. Voilà. C'est-à-dire que depuis 1948, depuis qu'Israël a été créé, il y a une guerre sans fin et dont on ne voit pas la fin. C'est le problème numéro un quand même qui se pose. Deuxièmement, sur ces questions, sur les événements qu'on vit depuis maintenant un certain nombre de mois, on a quand même le sentiment que les États-Unis d'Amérique ne sont, contrairement au thème électoral qui avait été celui de Donald Trump pendant sa campagne, c'est-à-dire Make America Great Again, c'est-à-dire l'idée que l'Amérique allait être redirigée de nouveau par les Américains et ne pas dépendre d'interventions extérieures. C'était d'abord un président qui allait mettre un terme à tous les conflits. C'est quand même là-dessus qu'il s'était fait élire, mettre un terme aux conflits avec la Russie sur l'Ukraine, essayer de régler tous les conflits qui pouvaient apparaître, ce qu'il a fait d'ailleurs pendant les 9 premiers mois de son mandat. Rappelons-nous, c'était l'époque où il voulait absolument briguer le prix Nobel de la paix. D'ailleurs, celle qui a obtenu le prix Nobel de la paix lui a offert symboliquement ultérieurement. Donc, il apparaissait comme celui qui réglait les conflits. Il avait voulu régler le conflit avec la Russie. Il a plus ou moins réglé le début de conflit entre le Cambodge et la Thaïlande. Il s'était un petit peu mêlé de ce qui se passait dans l'Afrique des Grands Lacs, etc. Donc, il donnait l'impression, lorsqu'il y avait eu l'affaire de la guerre des 12 jours, où Israël avait attaqué l'Iran, il était intervenu et puis il avait donné quand même l'impression de calmer le jeu. Et puis ça, c'était Trump première version de son deuxième mandat. Et puis depuis le début de 2026, on a l'impression que c'est plus tout à fait le même personnage. On a l'impression qu'il a endossé un nouveau personnage qui ne correspond pas du tout aux promesses qu'il avait faites. De telle sorte d'ailleurs qu'il y a toute une partie de son électorat qui l'a laissé tomber, notamment des personnes qui comptent dans le paysage médiatique, politique américain. Je pense à Candace Owens, je pense à Tucker Carlson, je pense à Marjorie Taylor Greene, qui était une responsable républicaine. Donc toute une série de ses soutiens, de ses plus fermes soutiens, eh bien, en fait, non seulement l'ont laissé tomber, mais le critiquent virulemment et même demandent maintenant qu'il soit destitué. Et pourquoi ? Parce que depuis le début 2026, il a pris la position exactement inverse à celle qu'il avait eue pendant les 9 premiers mois, 11 premiers mois, c'est-à-dire celle de ce qu'aux États-Unis, en américain, on appelle warmonger, c'est-à-dire une espèce de fauteur de troubles, de quelqu'un qui recherche la guerre à tout prix. Alors, déjà, pourquoi y a-t-il eu cette mutation du personnage ? Est-ce qu'il cachait son jeu ? C'est une hypothèse. Une deuxième hypothèse qui rallie quand même beaucoup plus de suffrages, c'est que il est tombé sous la coupe de Netanyahou, qui a fait quand même 5 ou 6 voyages au cours de l'année 2025. Et Netanyahou aurait sur lui des moyens de chantage, notamment, évidemment, tout le monde pense au dossier Epstein. Vous savez qu'aux États-Unis, un certain nombre de contempteurs, de critiques de ces actions appellent la guerre actuellement en Iran la Epstein War, c'est-à-dire la guerre d'Epstein, c'est-à-dire avoir eu recours à un événement international de toute première magnitude pour essayer de passer sous le tapis l'affaire Epstein. Ça, c'est une deuxième explication. Il y a une troisième explication qui est l'explication d'une autre rationalité, c'est-à-dire que ça s'inscrirait dans un conflit beaucoup plus global entre les États-Unis et la Chine, notamment sur la prééminence du dollar, et de tout faire, Trump essaierait de tout faire pour couper l'approvisionnement énergétique de la Chine, pour essayer de mettre la main sur les réserves d'hydrocarbures de l'Iran, pour essayer de mettre la main sur le détroit d'Ormuz, pour empêcher le basculement progressif de la facturation du pétrole en yuan chinois, par exemple. C'est une troisième explication. Il y a une quatrième explication,
qui concerne la personne de Donald Trump lui-même, dont quand même un certain nombre de voix plus ou moins autorisées considèrent qu'il présente des troubles cognitifs de plus en plus importants. On l'a vu à de nombreux égards. Il est désinhibé, comme on le dit. Il fait des discours parfois incohérents. D'ailleurs, dans la même journée, il peut dire une chose et son contraire. Même Macron, qui pourtant n'est pas un modèle de cohérence et qui lui aime bien faire le en même temps, c'est comme ça qu'il s'était fait connaître quasiment. Même Macron a dit qu'on ne pouvait plus avoir confiance dans quelqu'un qui disait le lendemain le contraire exact de ce qu'il avait dit la veille. Mais parfois, c'est dans le même discours, la même journée. Donc il y a des problèmes de cohérence, il y a des problèmes de désinhibition, c'est-à-dire qu'il tient des propos, honnêtement, qui sont des propos assez vulgaires, parfois même extrêmement grossiers, voire pornographiques. Quand il dit que les dirigeants européens, lorsqu'il a monté les droits de douane, et que les dirigeants européens étaient obligés de lui lécher le cul, excusez-moi l'expression, to kiss my ass, ça veut bien dire lécher le cul et non pas lécher les bottes comme les traductions édulcorées ont voulu le faire croire dans les médias français. Les Européens étant ce qu'ils sont, ils n'ont pas beaucoup réagi. Mais lorsqu'il emploie la même expression pour Mohamed Ben Salman, qui est le prince héritier d'Arabie Saoudite, là, c'est à mon avis extrêmement fâcheux parce que on a affaire, c'est pas la même civilisation. Donc, je pense que Mohamed Ben Salman, qui sera prochainement, lorsque son père, le roi Salman, passera de vie à trépas, il deviendra le roi d'Arabie Saoudite. Il sera donc officiellement, la titulature officielle, il sera le gardien des 2 saintes mosquées de l'islam. Dire que le gardien des 2 saintes mosquées de l'islam est obligé de lui lécher le cul, c'est délirant. C'est délirant parce que ça n'a que des inconvénients. Ou alors le seul truc, c'est de faire plaisir peut-être alors à la frange la plus bas de gamme de son électorat, mais ça n'a que des inconvénients. C'est-à-dire qu'il se met à dos à quelqu'un qui est quand même un allié potentiel. Et puis l'Arabie Saoudite, c'est quand même le premier détenteur d'hydrocarbures au monde. Et puis c'est un acteur régional de toute première importance. Et puis c'est le lieu où se trouvent les principaux lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. Donc ça, c'est complètement délirant. Lorsque récemment encore, là, il a de nouveau attaqué Macron en disant qu'il est maltraité par sa femme, il a du mal à se remettre de la droite qu'elle lui a filée. Entre nous, dans un bistrot, c'est rigolo. Mais c'est d'un humour quand même assez grinçant, mais c'est pas des propos de chef d'État, faut pas exagérer, c'est n'importe quoi. Donc on a l'impression qu'il y a une désinhibition qui va de pair avec une certaine incohérence, avec peut-être des troubles de mémoire. Donc tout ça, c'est un tableau clinique que certains neurologues rapprochent d'un début de maladie d'Alzheimer ou une DFT, une dégénérescence frontotemporelle. Alors, je ne suis pas un médecin spécialiste, mais j'ai examiné ça de près parce que le débat s'est beaucoup développé aux États-Unis. On n'en parle quasiment pas en France, mais aux États-Unis, le débat a lieu. Et certains ont rattaché ça au fait que les grands médias mondiaux ont remarqué que pratiquement au début de chaque mois, il disparaît pendant un jour ou deux. Il semble qu'il aille dans l'hôpital militaire de Washington, où avaient d'ailleurs été déjà traités les présidents antérieurs, notamment Ronald Reagan, lorsqu'il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat en 1981. Donc il s'y rendrait, paraît-il, en début de chaque mois, et c'est de là qu'il reviendrait avec, vous savez, des ecchymoses bleues sur les mains, sur lesquelles il y a eu un focus des médias mondiaux. Certains y voient la preuve qu'il subirait des injections, et donc certains disent que ce seront des injections. Alors, il y a 1 ou 2 ou 3 produits très récents qui ont été mis sur le marché depuis moins de 2 ans pour lutter contre les dépôts de bêta-amyloïdes, c'est-à-dire ces dépôts de plaques qui sont les débuts, les prémices d'une maladie d'Alzheimer. Alors, normalement, c'est sa vie privée. Normalement, ça ne nous concerne pas, sauf qu'il est quand même le président de la première puissance militaire mondiale, qu'il a le pouvoir d'envoyer des bombes nucléaires, et que d'ailleurs, aux États-Unis, il y a un débat qui fait rage sur le fait qu'il n'a pas de garde-fou, en fait. C'est-à-dire que s'il décide ça, personne ne peut s'y opposer,
sauf à avoir recours, mais j'y reviens dans un instant, sur le 25e amendement de la Constitution. Et donc, il a aussi sa chef de cabinet, qui est une femme qui lui est très fidèle depuis longtemps, et qui, ça n'a pas été suffisamment remarqué par les médias en France, qui, il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, a demandé à tous ses interlocuteurs, à tous ses collaborateurs, elle leur a dit, il faut que vous lui teniez tête. Elle le voit tous les jours, c'est sa chef de cabinet. Et elle dit, il faut que vous lui teniez tête. Et vous ne pouvez pas, parce que, en fait, il a mis un peu tout son personnel sous terreur. Voilà. Donc les gens sont tellement terrorisés dans son bureau qu'il y en a qui prennent la poudre d'escampette parce qu'ils estiment qu'à 50 ans, 55 ans, 60 ans, ils n'ont pas envie d'obéir comme des gamins, surtout à quelqu'un qui est aussi fantasque. Mais il y en a d'autres qui sont tétanisés et qui lui obéissent. Il semble qu'il ait de plus en plus d'aversion aux gens qui lui tiennent tête et aux gens qui lui disent qu'il se trompe. Alors ça, c'est dramatique, parce que le propre d'un grand homme d'État, me semble-t-il, c'est effectivement d'avoir une vision lucide de la situation. Et d'écouter. Mais d'écouter, de s'entourer de gens qu'il a sélectionnés parce qu'il a confiance dans leur jugement et il écoute ce qu'il leur dit pour éviter de se tromper. Parce que nul n'a la science infuse et il peut arriver à tout le monde de se tromper, d'avoir une réaction parfois un peu rapide, un peu épidermique, un mouvement de colère. Donc il faut absolument... Voilà. Alors là, c'est la quatrième explication, c'est que Trump, pour toutes les raisons peut-être que je viens d'évoquer à la fois d'ailleurs, les uns ne sont pas exclusifs des autres, on a l'impression qu'il s'est quand même lancé dans cette opération en Iran contre les mises en garde d'un certain nombre de militaires. Vous savez que depuis qu'il a pris ses fonctions, je crois qu'il a fait débarrasser le plancher à plus de 20 généraux. Et là, très récemment, au cours des derniers jours, alors même qu'il était question, qu'il évoquait l'hypothèse d'une invasion terrestre, ce qui eût été une folie pure. C'est complètement... quand on voit les grandes difficultés que les Américains ont eues en envoyant des troupes terrestres en Afghanistan ou en Irak, mais l'Iran, c'est 10 fois ça, donc c'était une folie furieuse. Et donc, mais au moment où on parlait de ça, eh bien, vous l'avez vu, il a viré, enfin c'est Peter Hegseth, son secrétaire à la Défense, qui à mon avis est un type complètement caractériel, soit dit en passant, et qui était quand même un présentateur de télé. Hein. Bon, c'est quand même pas un grand stratège. Il a donc viré le général, le chef de l'état-major de l'armée de terre, qui est un type blanchi sous le harnais, qui était le type qui lui tenir tête, le général George, je crois. Il a viré le général chargé de la transformation, c'est-à-dire de la modernisation et de la formation, de l'entraînement des troupes terrestres. Et il a viré le général qui est l'aumônier en chef des armées de terre américaines, ce qui pour nous peut faire un peu hausser le sourcil parce qu'on a un peu perdu de vue ce que peut être un pays qui n'est pas laïque. Hein. Nous, il faut remonter à Napoléon III, en fait, lorsqu'il y avait un peu le mariage du sabre et du goupillon, hein, où il y avait l'idée que c'était Dieu qui c'était même sur certaines pièces en or sous Napoléon III, Dieu protège la France. Hein. Et donc il y avait des armées on bénissait les armées, donc ça, mais c'était Napoléon III. Maintenant, il y a des aumôniers dans l'armée, hein, je ne dis pas le contraire, mais ils n'ont pas la place qu'avait ce général qui était là pour entretenir le moral des troupes. Bon. Alors, il vire tout ce petit monde en même temps. Ça fait suite d'ailleurs au fait qu'il a viré la ministre de la Justice dans le même mouvement. On sait que le directeur du FBI est sur la sellette. Enfin, ça fait quand même beaucoup. Dans une période extrêmement troublée et en pleine guerre, on a quand même l'impression de quelqu'un qui a des foucades. Voilà. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire qu'on est devant une situation qui est extrêmement évolutive, et vous avez 1000 fois raison, j'ai bien apprécié ce que vous avez dit au début, parce qu'on peut même plus faire de... j'ai fait un direct hier soir sur UPR TV, qui est très suivi. Moi, j'en étais resté au fait qu'il y avait quand même
le détroit d'Ormuz avait été débloqué pour 15 Réouvert, ouais. jours. Et puis là, je me réveille ce matin, j'apprends que le détroit d'Ormuz a de nouveau été fermé par l'Iran en rétorsion aux bombardements insensés, en fait, qui ont été faits par Israël sur le pauvre Liban, où on compte maintenant, je crois, plus de 200 morts, des morts civiles qui ont été faits, y compris avec des frappes ciblant le cœur de Beyrouth, y compris dans la plaine de la Bekaa, c'est-à-dire, c'est magnifique, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, c'est la plaine qui est à l'est du Liban, qui est frontalière avec la Syrie. C'est là qu'on trouve le site prodigieux, le site antique de Baalbek. Et on y trouve des vignobles, on y trouve des couvents et qui cultivent le vin de la plaine de la Bekaa. Enfin, c'est un petit paradis. Bon, bref, Israël est allé bombarder ça au risque évident d'empêcher le processus de paix. Donc Netanyahou l'a fait délibérément. Il a fait délibérément ça pour faire déraper le processus de paix. Donc l'Iran a dit que le Liban devait faire partie du cessez-le-feu. Netanyahou a dit que ça n'en faisait pas partie. Trump, avec du retard, a dit oui, en fait, ça n'en fait pas partie. Donc c'est comme s'il avait été actionné par Netanyahou. Le Premier ministre pakistanais, qui a joué un rôle important dans toutes ces opérations, le Pakistan, puisque c'est lui qui a eu, semble-t-il, l'idée d'un cessez-le-feu de 15 jours pour mettre les gens autour de la table. Le Pakistan a confirmé les dires de l'Iran, a dit non, c'était prévu que le Liban faisait partie du cessez-le-feu. Voilà, on ne sait plus où on en est. En attendant, donc, les gardiens de la révolution en Iran ont dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et ils ont laissé passer, après avoir laissé passer 2 navires, ont rétabli une espèce de blocus filtrant du détroit d'Ormuz. Alors on en est là. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Voilà. Ce que je pense en tout cas, c'est que il y en a un qui a vraiment envie, celui qui a le plus envie que la guerre s'arrête, en définitive, je crois que c'est Trump. Et il a le plus envie parce que il y a les élections de mi-mandat qui arrivent à la mi-novembre, que les sondages sont orientés, sont calamiteux pour lui, que les sondages notamment tiennent beaucoup compte du prix du gallon. Le gallon, c'est une des mesures ça fait à peu près 4 litres, je crois, quand on a acheté de l'essence aux États-Unis, on achète ça par gallon. Et compte tenu de l'explosion du prix du baril de pétrole, qui était passé de 70, 80, 90, 100, 110, ça est là, 140, il a même fait une pointe à 180 avant de retomber. Aujourd'hui, on est retombé à 90, 93, mais ça ne demande qu'à repartir de l'avant. Et je lisais qu'il paraît que le gallon d'essence du super, je crois, en Californie, est passé à $6, alors que des sondages politiques aux États-Unis ont montré que ça devient un sujet politique au-dessus de $4, le gallon, ce qui est très bas par rapport à nous. Ça fait même pas €1 le litre, en fait. Donc pour nous, c'est très bon marché. Mais pour les États-Unis, pour les Américains qui ont une culture de la consommation à outrance de l'énergie, de gaspillage, c'est quand même le pays des belles américaines. Vous savez, Nicolas, vous le savez certainement, que dans les années 50, les voitures américaines, vous savez, qui faisaient, je ne sais pas combien, 7 mètres de long avec des ailerons de requin à l'arrière, des espèces de grandes Chevrolet ou des Chrysler, comme ça, elles avaient des consommations qui pouvaient monter à 60 litres au 100. Enfin, oui, c'était fou. Bon, maintenant, ils sont venus à quelque chose de plus modeste. Mais il y a cette culture quand même aux États-Unis, la culture de l'air conditionné partout. Il est vrai qu'il y a des zones très arides, tout ce qui est Arizona, Nouveau-Mexique, etc. Mais enfin, ils ont l'habitude de consommer très largement de l'électricité, du gaz, du pétrole, etc., etc. Et donc, c'est un sujet politique. Et là, c'est vraiment l'électorat de base qui voit son niveau de vie s'effondrer. Donc, Trump a des raisons de se faire du souci pour les élections de mi-mandat. Et si l'aventure, comme le laissent un peu entendre les sondages, il y avait un raz-de-marée démocrate contre lui, c'en est fini du trumpisme. Il sera dans la deuxième partie de son deuxième mandat,
Donc Ça déjà, pourrait aller jusqu'à la destitution, d'ailleurs. voilà, ça pourrait aller. Alors, ça peut aller jusqu'à deux événements un empêchement, un impeachment, la destitution. C'est pas les motifs qui pourraient manquer. Hein. Les démocrates, s'ils avaient et peut-être même une partie des républicains pourraient vouloir le destituer pour avoir mis en jeu la sécurité de l'Amérique, pour avoir engagé les troupes de façon inconsidérée, pour avoir demandé, il a quand même demandé une rallonge du budget de l'armée qui est absolument délirante. Je crois que c'est plus de 1500 milliards de dollars. Mais enfin, on a une augmentation de 60% du budget militaire. C'est quand même, on a quand même l'impression de quelqu'un qui a un petit peu perdu le sens des réalités. Mais ça peut être aussi, vous l'avez certainement entendu parler, on en parle depuis quelques jours, mais aux États-Unis on en parle beaucoup, qui est la procédure du 25e amendement de la Constitution américaine. Vous savez que aux États-Unis, ils ont toujours la même Constitution depuis qu'elle a été rédigée donc en 1776, sauf erreur de ma part. D'ailleurs, on va fêter les 250 ans de la Déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet. Donc ça va être un grand événement, les 250 ans, le quart de millénaire pour les États-Unis. Cette constitution, c'est toujours le même texte, il n'a jamais été changé, alors que nous, les Français, on est les champions du monde de nombre de constitutions. On a eu je ne sais plus combien. Déjà, sous la Révolution, il y a eu celle de la première, ça a été 1791, après il y a eu celle de 1793, etc., etc. Là, aujourd'hui, on est sous l'empire de la Constitution de la Ve République, mais qui a fait l'objet de nombreux amendements. Le texte est corrigé, etc. Aux États-Unis, non. Aux États-Unis, le texte d'origine est sacro-saint. C'est un peu comme si c'était la loi et les prophètes, comme si c'était un texte sacré. Mais il y a des amendements qui sont apportés, mais qui ne viennent pas modifier le texte Il y a toujours le même texte, et puis il y a des amendements 1, 2, 3. Le fameux premier amendement est très connu. Je crois que les 5 ou 6 premiers amendements ont été adoptés le même jour, très rapidement après, à la fin du XVIIIe siècle. Le premier amendement, c'est l'un des plus connus, c'est celui qui assure la totale liberté d'expression aux États-Unis. Vous avez le droit vous ne pouvez pas être inquiété, quoi que vous puissiez dire et faire, même si j'ai des appels au meurtre, vous ne pouvez pas être inquiété. Ce qui est très différent avec la France. Et il y a eu des amendements qui ont été... Il y a eu des amendements, mais il y a même eu un amendement qui a été amendé. C'était l'amendement sur la prohibition dans les années 30. Il y a eu un amendement qui avait été fait passer par des ligues anti-alcooliques pour interdire la vente d'alcool sur tout le territoire des États-Unis. Ça avait donné ce qu'on appelle la prohibition. Ça avait fait flamber toute la criminalité. C'est la période d'Al Capone et compagnie. Et ça avait finalement eu des résultats tellement catastrophiques qu'il y a eu un nouvel amendement pour supprimer cet amendement. Le 25e amendement, qui est un amendement assez récent, lui, il prévoit, c'est une chose quand même qui est assez extraordinaire en fait, il prévoit ce qui pourrait se passer en cas d'une incapacité du président des États-Unis à diriger le pays. C'est pas précisé, mais on le comprend d'après le contexte. Incapacité notamment physique ou mentale. Bon. Qui prévoit aussi un conflit entre lui et le vice-président. Puisque le 25e amendement prévoit que le vice-président, avec le soutien d'un certain nombre de hauts fonctionnaires, peut saisir les parlementaires et demander la mise à l'écart provisoire. Alors, je ne sais plus quel terme technique en américain, c'est pas un impeachment, mais c'est... Enfin bref, il est mis de côté. C'est une espèce de destitution, soit temporaire, soit définitive, parce qu'il n'est plus en mesure de diriger le pays. Et on ne précise pas le pourquoi du comment. Est-ce que c'est parce qu'il est malade? Est-ce que c'est parce qu'il a été victime d'un AVC et qu'il est devenu aphasique? Est-ce qu'il est parce qu'il est dans le coma? Ou est-ce que c'est qu'il est devenu fou, qu'il est devenu... le mot de fou revient beaucoup. Candace Owen a dit qu'il était insane. Totalement, oui. En américain. Donc, ce qui est très étonnant dans ce 25e amendement, c'est qu'il correspond assez bien à la situation actuelle, puisque on croit comprendre entre les lignes, même pas entre les lignes, que Vance n'est pas sur la même longueur d'onde que Trump. Vance, lui, semble quand même garder ses esprits, et lui, il est plutôt dans le clan des colombes, même s'il ne peut pas se désolidariser complètement du président Trump.
on voit bien qu'il est plutôt dans le clan de ceux qui ont mis en garde, qui militent pour la paix. D'ailleurs, c'est lui qui va se rendre, ou s'il est peut-être même arrivé, venant de Hongrie, où il est allé soutenir Orban. Il vient d'arriver, où il arrive en ce moment, ces jours-ci, ou c'est même peut-être ce matin même, au Pakistan pour tenir des conversations avec des Iraniens sous la houlette de ce Premier ministre pakistanais dont je parlais. C'est Vance. C'est Vance qui se mouille. Et ce qui est intéressant, c'est que Vance, d'une certaine façon, se substitue aux deux négociateurs de Trump qui sont, d'une part, son gendre Jared Kushner, d'autre part, un magnat de l'immobilier qui s'appelle Steve Witkoff. Jared Kushner étant le fils d'un ami de Trump de longue date, Charles Kushner, qui est actuellement ambassadeur des États-Unis en France, où il a montré d'ailleurs à quel point il n'en avait strictement rien à faire des usages diplomatiques. Il a refusé de déférer aux convocations au Quai d'Orsay, etc. Moi, j'aurais été à la place de Macron, je l'aurais viré, le type. Bon. D'autant que c'est un repris de justice, il avait 3 ans de prison, enfin, c'est incroyable. Mais que ce soit Charles Kushner ou Jared Kushner, le gendre de Trump, qui s'est marié donc avec sa fille, mais c'est un juif très orthodoxe, Jared Kushner. La fille de Trump s'est convertie au judaïsme à la demande de la famille Kushner, et Steve Witkoff est également un juif. Donc les deux négociateurs de Trump sont des juifs, mais pas seulement, ce sont des juifs qui sont tout à fait dans la ligne de Netanyahou, du Likoud et de l'extrême droite israélienne. Ça pourrait être il y a aux États-Unis notamment, il y a des juifs antisionistes, il y a des juifs de gauche, enfin, c'est comme un peu partout. Non, pas du tout. Il a pris comme négociateurs des personnes dont on se demande s'ils sont les négociateurs de Trump auprès de Netanyahou ou plutôt des influenceurs de Netanyahou auprès de Trump. On a l'impression qu'ils sont, et ça n'est pas anodin, que Vance, qui lui est un catholique proclamé, qui s'est converti, vous le savez, et qui est très en pointe sur les questions religieuses, ce n'est pas totalement innocent que Vance se soit mêlé de la partie et dit c'est moi qui vais négocier. Parce que un peu comme si Vance et un certain nombre de personnes dans l'appareil d'État américain se méfiaient du rôle exact que jouent Jared Kushner et Steve Witkoff, que ce soit d'ailleurs sur l'Iran ou que ce soit aussi sur l'affaire ukrainienne. Donc, j'en reviens à mon 25e amendement. Le 25e amendement, ça veut dire que si vraiment la santé de Trump continuait il y a quand même beaucoup de témoignages qui disent que ça se dégrade. Si ça continue à se dégrader, il ne faut pas exclure. Il y a des gens qui le demandent ouvertement. Je me demande même si Kamala Harris, celle qui a été battue à la présidentielle de 2024, je me demande même si elle ne l'a pas dit elle-même, d'avoir recours à ce 25e amendement. Il faudrait donc que Vance saisisse les parlementaires et demande la destitution, fût-elle temporaire, de Trump. Et pour ça, il faudrait qu'il le fasse avec un certain nombre de hauts fonctionnaires. Mais les hauts fonctionnaires, il les a déjà. Parce que toutes les personnes qui ont été virées, que ce soit la procureure Pat Bondi, que ce soit le général Georges, le chef d'état-major de l'armée de terre, que ce soit O'Day, qui est le général qui s'occupait de l'entraînement des troupes, que ce soit le général qui s'occupe de comment dirais-je, de la foi des militaires, entraîner leur foi dans la victoire, etc., l'aumônier en chef. Vance a les moyens de faire ça. Et ce qui est étonnant dans ce 25e amendement, quand vous le lisez à la loupe, il est très bon. Il prévoit que le président des États-Unis refuse de se plier à cette mise à l'écart. C'est incroyable. Donc en fait, en dernier recours, il peut contester, et puis en fait, c'est les parlementaires. C'est assez bizarre. C'est imaginer qu'on est dans la Constitution française un amendement, justement un article, parce que nous, quand il y a des amendements, ça devient des articles, ça se substitue, ça s'inscrit dans qu'il y a un article qui prévoit, par exemple, que le président du Sénat, vous savez que le président du Sénat, c'est le deuxième personnage de l'État en France, lorsqu'un président de la République française n'est plus président brutalement, ça a été le cas de Pompidou, qui est mort le 2 avril 1974,
et ça a été le cas de De Gaulle lorsqu'il a démissionné en fin avril 1969, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Voilà. Parce que nous, on n'a pas de vice-président. Donc, et qui assure l'intérim le temps qu'on fasse une nouvelle élection. Imaginons, par exemple, qu'il y a un amendement en France, qu'il y a un article en France qui prévoit que le président du Sénat peut prendre l'initiative, avec un certain nombre de hauts fonctionnaires, de demander à l'Assemblée nationale de destituer Macron. Vous imaginez un petit peu l'ambiance quand même. Hein. C'est un petit peu de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'était extrêmement aléatoire. Et alors là-dedans, on voit bien donc que Trump a un intérêt. Il a été poussé par Netanyahou, probablement relayé par Kouchner et Witkoff, comme je le disais à l'instant. Il a été poussé à entrer en guerre. Et ce qui frappe tous les observateurs, c'est qu'on ne sait pas très bien pourquoi. D'ailleurs, on a l'impression qu'ils ne le savent toujours pas très bien, avec des buts de guerre qui ont varié considérablement au cours du temps. Ça a commencé, rappelez-vous, par des manifestations contre le régime, avec des manifestations dont on sait maintenant qu'elles ont été orchestrées par le Mossad israélien, par la CIA américaine, par le MI6 britannique. Ça a été documenté. C'est même inscrit, il y a des articles entiers dans le New York Times aux États-Unis, je crois même dans la presse israélienne, qui est beaucoup plus d'ailleurs démocratique au passage que la presse française. En France, si vous n'êtes pas dans le narratif de Netanyahou et du Likoud, vous êtes traité aussitôt d'antisémite, ce qui est incroyable. Alors que allez regarder les journaux en Israël, il y a des critiques féroces contre Netanyahou, y compris d'ailleurs l'idée, par exemple, qu'en fait, Netanyahou a laissé faire, sinon organisé, les attentats du 7 octobre 2023 qui ont mené à la guerre de Gaza. Vous trouvez ça dans la presse israélienne. Qu'il le savait, qu'il a laissé faire. En France, c'est un tabou absolu. Si vous dites ça, alors c'est terrible. Donc, Trump s'est laissé embobiner dans ça et avec des buts de guerre qui ne sont pas clairs. Au début, il y a eu ces manifestations qui ont été orchestrées. Et donc Trump, son premier mouvement, ça a été de dire, voilà, c'est épouvantable, il y a un bain de sang, on a balancé dans la presse le fait qu'il y ait 30 000 morts. Il n'y a jamais eu 30 000 morts. Il y a eu une répression féroce, il y a eu certainement plusieurs centaines de morts, ce qui est féroce comme répression. Mais quelques centaines de morts, c'est pas 30 000 morts. 30 000 morts, c'est absolument inimaginable. Il y aurait eu des morts, on l'aurait vu, il y aurait eu des photos, il y aurait eu des témoignages considérables. Il y a eu des morts, mais dont les observateurs les plus sérieux chiffrent ça à quelques centaines, ce qui n'est pas, je n'absous rien, je ne dis pas, mais c'est pas 30 000. Et c'est sur la foi de ça que Trump est intervenu sur le thème qu'il fallait sauver le peuple iranien et promouvoir Reza Shah Pahlavi, qui était... Enfin, Trump a toujours été très, très distant sur l'affaire Reza. Reza Pahlavi, c'était plutôt Netanyahou. Parce que le fils aîné de l'ancien Shah d'Iran, de Mohamed Reza Shah Pahlavi, qui est mort en 1980, je crois, en exil. Le fils aîné et l'ancienne impératrice Farah est toujours en vie. Elle doit avoir pas loin de 90 ans. Mais son fils aîné, qui a 64, 65 ans, quelque chose comme ça, qui est le prétendant au trône, a été poussé par Netanyahou. Et on l'a vu, il est allé d'ailleurs à Jérusalem, il s'est prosterné devant le mur des lamentations, ce qui, de la part d'un chiite du haut des 6 mains, faire allégeance comme ça à Israël n'est pas forcément très très bien vu par une grande partie de la population, mais enfin bref. Et ça a été poussé, c'était pour lui rappelez-vous, à cette époque, on a eu, nous en France, la presse qui toujours est aux ors, a commencé à faire, il y a eu des couvertures entières sur Reza Pahlavi. Moi, j'ai tout de suite dit que ça n'aurait pas lieu. Et il faut reconnaître que Trump n'a pas vraiment soutenu, en fait, n'a pas dit, c'est de la même façon qu'avec au Venezuela, il n'avait pas voulu mettre la prix Nobel de la paix du Venezuela, il avait compris quand même qu'elle ne représentait rien et que Reza Pahlavi, il représentait peut-être 15% de la population iranienne, ce qui n'est pas rien, mais ce qui est quand même... Et il avait compris aussi, Trump, qu'il y avait quand même une trentaine de pourcents des Iraniens qui soutenaient le régime. Mais il s'est donc laissé aller là-dedans sur le thème qu'il allait sauver le peuple iranien. Et bien en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque sur des conseils mal avisés, alors soit de la CIA, soit du Mossad, soit je ne sais pas qui, vous le savez, on en a parlé ici, la première chose qu'il a fait, c'est de faire assassiner tout le haut, enfin le cercle dirigeant iranien, notamment et particulièrement les religieux. Voilà.
et y compris des gens comme Ali Larijani, qui était quelqu'un d'extrêmement brillant intellectuellement, qui était quand même plutôt une force modératrice, même si ça n'était pas un religieux. Donc il a fait tuer Ali Khamenei, le guide suprême. Ça n'a pas été suffisamment souligné. Enfin, moi, j'ai dit que c'était une catastrophe d'avoir fait ça, parce que loin de faire s'effondrer le régime, il allait au contraire solidifier le régime avec un effet de masse des Iraniens autour du régime. C'est exactement ce qui s'est produit. Mais ce qui n'a pas été suffisamment souligné, c'est que, je revoyais ça récemment, la famille Khamenei, elle est censée, c'est une grande famille iranienne, de religieux iraniens, elle est censée descendre, en fait, du troisième imam du chiisme duodécimain, c'est-à-dire rien moins que le descendant du prophète lui-même. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la famille Khamenei, elle est apparentée. Alors, que ce soit vrai ou faux, ça nous regarde pas. Enfin, en tout cas, c'est cru, voilà. Elle est apparentée au prophète. Un peu comme la monarchie marocaine, qui est censée aussi être apparentée au prophète. Donc ça, c'est très très important à comprendre. C'est que lorsque les Américains et les Israéliens ont tué le guide suprême Ali Khamenei, finalement, c'est pas tellement étonnant que ce soit son fils qui ait été choisi, puisque il y a une idée il y a une tradition, comment dirais-je, dynastique en Iran, que ce soit des religieux, que ce soit des civils, c'est le pays des Shahinshahs, c'est-à-dire des rois, le Shah d'Iran. Ça a toujours été comme ça depuis la plus haute antiquité. Xerxès, c'était celui qui s'était battu contre les Grecs, qui avait été battu par Thémistocle à la bataille de Salamine. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on apprenait quand on était au lycée, quand on était en 6e ou 5e, à mon époque. Xerxès Ier, c'était le fils de Darius. C'était des traditions monarchiques. Et donc là, c'est pareil. Mais il faut donc bien voir qu'en tuant Ali Khamenei, les Américains ont tué un descendant du prophète, et qui était le guide suprême, et l'ont transformé en martyr. Ça, j'avais déjà eu l'occasion, je crois, d'expliquer. Tout à fait. Le martyr, c'est important aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, on est parti dans tout à fait autre chose. On a parlé de l'interdiction faite à l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, mais Ali Khamenei, justement, avait pris un décret religieux, une fatwa, pour condamner la fabrication de l'arme nucléaire. Donc, même si à la fin du XXe siècle, l'Iran avait été tenté de se doter d'une arme nucléaire, il semble bien, il y a eu des rapports en 2007 de la CIA, il y a eu des rapports de l'AIEA, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui sont allés voir. Il semble bien que depuis ce décret de Ali Khamenei, qui interdisait, qui considérait que l'armement nucléaire n'était pas convenable, on n'y touchait pas. Il semble bien donc que l'Iran ne cherchait pas d'armes nucléaires, à se doter de l'arme nucléaire, mais en revanche, pendant ce temps-là, ça a été un peu un leurre, d'ailleurs, j'ai l'impression, c'est que pendant que l'Occident parlait de ça, ce qu'a fait l'Iran, c'est construire des véritables cités souterraines, et puis pas à 50 mètres sous terre, à 500 mètres sous terre, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 mètres, c'est presque 2 fois la hauteur de la Tour Eiffel, sous terre, sous des épaisseurs colossales de granit, etc. Et là, ils ont fait des véritables, on se croit un peu dans James Bond, des véritables cités avec des espèces de mini-chemins de fer qui permettent de faire circuler les armements. C'est là où il y a des fabrications de missiles, de drones, etc. Ils se sont dotés de toute une espèce d'architecture souterraine d'armes et de cités qui seraient invulnérables aux attaques extérieures. Et ils ont mis le paquet sur les drones et sur les missiles, notamment des missiles hyper véloces, des missiles faisant Mach 5. Hypersoniques. Hypersoniques. Donc, en fait, ils ont prévu une autre stratégie. Voilà. Et on a donc l'impression que Trump et les Israéliens sont un peu tombés dans le panneau. On a l'impression qu'ils ont découvert qu'ils pensaient que ça allait être une promenade de santé de 48 heures. Ils ont découvert, en fait, quoi? Ils ont découvert un appareil très résilient. Ils ont découvert une société iranienne qui est très, très patriotique, qui est très fière de sa civilisation que Trump a voulu éradiquer avant-hier, qui a 2500 ans d'âge. Ils ont découvert, en fait, aussi, c'est que
Non seulement les Iraniens se sont dotés d'un appareil de fabrication d'armements, de missiles, de drones de tout à fait dernier cri, non seulement ils se sont dotés de bases souterraines quasiment invulnérables, mais de surcroît, ils se sont aussi dotés d'une doctrine d'emploi militaire qui n'a pas été explicitée, mais dont on a vu les conséquences. C'est-à-dire qu'il est probable, ce qu'avaient dans la tête les Américains et les Israéliens, ils se sont dit, on tue les 40 les principaux dirigeants, 2, le régime s'effondre, 3, ils vont envoyer quelques missiles comme ça, on va les dégommer, le dôme de fer va faire son effet, et puis la population iranienne va se révolter et ça va tomber comme un fruit mûr. Je crois que c'était le scénario à l'hollywoodienne qui avait été prévu. C'est pas du tout ce qui s'est passé. En tuant les 40 dirigeants, dont Ali Khamenei, ils ont au contraire donné la palme du martyre aux dirigeants de la République islamique. 2, ils n'ont pas du tout démoli parce qu'ils ont découvert l'importance de toutes ces villes souterraines. 3, ils ont découvert aussi l'importance des missiles et des drones. Et puis 4, ils ont découvert aussi que les Iraniens avaient bâti une stratégie subtile qui consistait d'abord très phasée, séquencée, avec phase 1, aveugler les systèmes de radars américano-israéliens. Donc il y avait des radars, les 4 principaux radars dont l'un valait plus d'$1 milliard qui permettaient de voir. Tout à fait. Voilà. Ça a été détruit. Ciblé d'une façon extraordinaire, donc avec très probablement l'aide soit de la Russie, soit de la Chine. Soit de la Chine. Voilà, donc ils ont été donc un peu aveuglés, ça c'est premièrement. Deuxièmement, les Iraniens sont allés bombarder les installations américaines dans les pétromonarchies, au Koweït, au Bahreïn, en allant de ouest en est, Koweït, Bahreïn, le Qatar, même l'Arabie Saoudite et puis les Émirats, notamment Abu Dhabi, pour s'attaquer aux intérêts américains. Et là, c'est entré comme dans du beurre. Les Américains ont été obligés de déguerpir, en définitive. Ensuite, ils ont fait ce qui était jugé. Ils ont commencé à faire le blocus du détroit d'Ormuz. Et enfin, ils ont envoyé des drones et des drones et des drones sur notamment Israël. Et les Israéliens ou les Américains ont fait fonctionner le dôme de fer et ont utilisé des missiles intercepteurs, chaque missile valant $2 millions contre un drone qui valait $20 000. Et donc, en fait, les Américains s'étant largement démunis de ces missiles, notamment en Ukraine, on s'est aperçu qu'en fait, les Israéliens sont dans la même situation. Ils sont un peu à court de missiles intercepteurs, ça leur coûte les yeux de la tête. Et les Iraniens ont attendu ça pour ensuite passer à la nouvelle phase, c'est-à-dire après des drones qui ont servi un peu d'appât pour faire vider de substance les missiles, l'arsenal de missiles intercepteurs dont disposaient les Américains et les Israéliens. Les Iraniens ont envoyé des missiles qui sont entrés avec des taux de réussite qui pouvaient atteindre il y avait plus que 30% des missiles qui étaient interceptés à la fin. Donc, au bout du compte, dans toute cette histoire, l'Iran apparaît comme... Alors, l'Iran a subi des très gros dégâts, il ne faut pas dire le contraire. Peter Hegseth, le secrétaire à la Défense, s'est félicité, pas plus tard qu'hier, de ce que c'était une grande victoire américaine avec un grand V. Il a dit... avec la marine iranienne aurait été complètement réduite, détruite, ce qui est assez largement vrai. Lorsqu'il dit que les sites d'envoi des missiles ont été détruits, ça c'est assez largement faux. Il y en a une bonne partie qui est encore en vigueur. Lorsqu'il parle de new regime en disant qu'il y a un nouveau régime, c'est pas vrai. C'est toujours le même régime. Il est vrai que ce sont les gardiens de la révolution qui tiennent maintenant un peu plus le haut du pavé par rapport aux religieux. Enfin, il y a toujours officiellement le guide suprême, même si le fils Khamenei, on l'a pas vu, on ne sait pas dans quel état il est. Certains disent qu'il a été défiguré, d'autres qui disent qu'il est dans le coma, etc. Mais il finira bien par sortir du bois un jour ou l'autre. Et s'il est mort, les Iraniens choisiront un nouveau guide suprême religieux. Enfin, le régime de la République islamique n'a absolument pas été changé. Contrairement, c'est la version officielle du narratif américain d'aujourd'hui. C'est de la folie. Ils disent des choses qui sont totalement fausses.
Ils disent que la production nucléaire a été bloquée. C'est faux. Les missiles ont été bloqués. C'est faux. Donc en réalité, même si l'Iran a subi quand même de lourds dégâts, avec quand même au moins 2000 morts, etc., euh, ce qui prouve d'ailleurs à quel point le chiffre de 30 000 morts de répression est faux, puisque même après 5 semaines de combats et de bombardements, les Iraniens, je crois, ont annoncé un bilan de l'ordre de 1800 morts. Mais au bout du compte, l'Iran apparaît quand même comme étant plutôt la puissance victorieuse de cette affaire, qui n'est pas finie, qui est en cours. Mais je voyais, il y a un article qui est sorti hier soir ou ce matin dans Le Monde, enfin sur la version Internet, de Piotr Smolar, qui est leur correspondant à Washington, et qui parle d'une débâcle stratégique pour les États-Unis. Et je crois qu'on en est là. Parce que le problème de Trump, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument qu'il sorte de ce guêpier pour ne pas perdre les élections et ne pas risquer de même pas terminer son deuxième mandat. Donc pour Trump, c'est Trump qui supplie en fait. Ils disent, c'est l'inversion accusatoire, ils disent que c'est l'Iran qui a supplié pour avoir un accord de cessez-le-feu. Non, ce sont les Américains qui en fait font ça. Alors on en est aujourd'hui à une situation qui est très très... On ne sait pas comment la qualifier, puisque officiellement les Américains disent qu'ils ont gagné, mais en fait ils n'ont rien gagné du tout. Officiellement, Trump a dit que les Iraniens ont donné une base de négociation avec 10 points, mais quand vous regardez les 10 points les uns après les autres, il y en a 8 sur 10 qui sont en faveur de l'Iran et 2 qui consacrent le statu quo. Parmi lesquels les 2 qui consacrent le statu quo, il y a notamment celui de la non-fabrication d'armement nucléaire, mais c'était déjà le cas. Donc ça, on ne peut pas dire que ça a été un progrès. En revanche, il y a dans les points de négociation qu'a mis l'Iran, ils veulent contrôler le détroit d'Ormuz et prélever un droit de péage qui n'a pas l'air d'être rien. Si j'ai bien compris, ça serait quand même 2 millions de dollars un passage. Alors évidemment, compte tenu du prix des cargaisons, c'est considérable. Le prix des cargaisons est très important. Mais 2 millions de dollars, c'est quand même pas tout à fait rien. Ça fait 1 800 000 euros pour passer, le pont canadien franchisse le détroit d'Ormuz. Et les Iraniens ont proposé que ce soit ça, avec un fonds pour développer l'Iran, et notamment déjà pour assurer la reconstruction. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était extrêmement difficile pour les États-Unis et même pour l'ensemble des pays du monde d'accepter ça, parce que il y a dans le droit de la mer, la Convention du droit de la mer qui a été conclue en 1982, c'était donc il y a 44 ans, à Montego Bay, qui est une station balnéaire en Jamaïque. Le droit de la mer prévoit, donc depuis 1982, à la fois, vous savez, les eaux territoriales, le plateau continental, la zone économique exclusive. Donc ça, ce sont des concepts qui sont bien répartis, mais il prévoit aussi le régime archipélagique, prévoit aussi le libre passage dans les détroits. Et donc, il y a un libre passage, par exemple, pour le détroit le Bosphore et le détroit des Dardanelles, pour passer de la mer Méditerranée, la mer Égée, si vous voulez, vous entrez dans la mer de Marmara avec le détroit des Dardanelles. Après ça, vous entrez dans la mer Noire en passant par le détroit du Bosphore. Normalement, c'est de libre passage. Le détroit de Taïwan, entre la Chine et Taïwan, c'est de libre passage. D'ailleurs, les Américains, même la France, envoient régulièrement des navires pour passer parce que on considère, le droit international prévoit que toutes les nations maritimes peuvent emprunter Et c'est pareil pour le détroit d'Ormuz ou pour un détroit dont on parle peu, mais qui pourrait devenir assez vite sur le devant de l'actualité, qui est celui de la porte des pleurs, Bab el-Mandeb, ça veut dire la porte des pleurs, et qui est celui qui verrouille la mer Rouge. Et on a le golfe Persique au nord, la mer Rouge est au sud, donc qui est entre le Yémen d'un côté et puis l'Éthiopie et Djibouti de l'autre. Et ce détroit-là de Bab el-Mandeb pourrait également être fermé, notamment par les Houthis, puisque je rappelle que des chiites du Haut-Décimain, il n'y en a pas qu'en Iran. Il y a la moitié de l'Irak qui sont des chiites également. Il y a l'Azerbaïdjan avec des chiites. Et puis il y a un tiers des Libanais, le Hezbollah dont on parle ces jours-ci, enfin dont on parle très souvent, qui sont en fait des relais de la puissance iranienne, et les Houthis, qui sont une secte que l'on trouve au Yémen et qui sont des chiites et qui donc sont les alliés de l'Iran. Et qui d'ailleurs ont menacé d'intervenir
et de bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, notamment s'il y avait une attaque terrestre contre l'Iran. Et donc, voilà une demande qui a été faite par l'Iran, c'est donc de donner que l'Iran s'attribue le contrôle du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20% des hydrocarbures mondiaux, et prennent un péage. Voilà. Est-ce que c'est acceptable non seulement par les États-Unis, mais ça concerne aussi toutes les pétromonarchies, ça concerne l'Arabie saoudite, parce que les grands champs de pétrole en Arabie saoudite, les sites religieux sont à l'ouest, Médine et la Mecque, les sites pétrolifères sont à l'est. C'est du côté donc du Golfe Persique. Voilà. Donc, est-ce que c'est acceptable pour l'Europe? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est sur la table. De la même façon que sur la table, il y a la notion de mettre fin à toutes les sanctions onusiennes contre l'Iran, enfin, etc. Donc, les Iraniens ont donné tout un panégyrique, pas un panégyrique, excusez-moi, une liste de leurs demandes, 10 demandes, dont 8 représentent un progrès important, voire très important, par rapport à la situation prévalant avant l'attaque du 28 février. Et Trump a dit que c'était une base de négociation intéressante. Alors, on comprend que le monde titre sur la débâcle stratégique. Voilà. François, on va peut-être aller sur un sujet plus national, mais qui a un rapport avec celui-ci. Auparavant, peut-être, je vais donner droit à une question. On a un auditeur, un internaute qui a... Ça sert à rien, cher auditeur, de répéter 20 fois les mêmes questions. Je rappelle qu'il y a un super chat normalement pour les questions. Alors là, à titre exceptionnel, je vais poser la question à François Asselineau. Mais nul besoin d'occuper le chat par de la même question répétée 25 fois, mais qui est une question sur laquelle, François, vous allez répondre certainement bien volontiers. Cet internaute pose la question à savoir si vous souteniez Xavier Moreau, qui se présente aux élections consulaires pour la Russie et la Biélorussie, là, dans les semaines à venir, et savoir si, vous le souteniez, soit à titre personnel, soit l'UPR, dans ce combat politique. On vous sait proche de Xavier Moreau. C'est tout. Voilà. Alors, je vous avoue, vous me prenez de court parce que je n'y avais pas pensé. On n'en a pas parlé au sein de l'UPR. Donc, je ne vais pas engager l'UPR sur cette question puisqu'on n'en a pas parlé. Xavier Moreau, je le connais, c'est un ami, on peut dire. Donc moi, j'espère qu'il va être élu. Donc je peux dire que personnellement, à titre personnel, je peux pas engager l'UPR, on n'en a pas parlé entre nous au bureau politique. Mais effectivement, je trouve que ça serait bien qu'il puisse être élu. Mais je pense qu'il a quand même de bonnes chances. Parce que il vit en Russie, comme vous le savez, il est marié avec une Russe. Et vous savez que beaucoup de Français expatriés en Russie partagent son avis, de l'avis, soutiennent Poutine et le régime russe avec plus ou moins des bémols. Je ne dis pas que tous le font, mais la majorité sont comme ça et considèrent que, en fait, c'est pas la Russie qui avait attaqué l'Ukraine en premier, que c'est l'Ukraine et l'OTAN qui ont attaqué la Russie en premier. Donc, à mon avis, j'espère pour lui qu'il sera élu. Ça serait une bonne chose. Je rappelle, en beau passage, moi, je m'étais présenté dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, qui va de Saint-Pétersbourg jusqu'aux îles Tonga et du détroit d'Ormuz, justement, jusqu'au détroit de Bering. Ça représente quelque chose comme 50% des terres émergées. C'est la 11e circonscription des Français de l'étranger. Je me suis présenté en 2024. Et pour les Français expatriés, il y avait 2 centres de vote. Il y avait Saint-Pétersbourg et Moscou. Et peut-être Ekaterinbourg aussi, je crois. En tout cas, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, j'ai fait 28% des voix et 25% des suffrages. 28 et 25%. Donc ça prouve qu'il y a des Français qui vivent en Russie, que je salue d'ailleurs, parce que je sais qu'ils nous écoutent, qu'ils m'écoutent. Voilà, donc à mon avis, je pense assez volontiers qu'ils voteront pour Xavier Moreau. Voilà, à moins qu'ils aient peut-être mieux. Je ne connais pas suffisamment la scène, mais je vois plutôt les choses comme ça. Bien sûr. Merci François pour cette réponse. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui,
C'est une des conséquences du conflit au Proche et Moyen-Orient. La loi Yadan, ou plutôt la proposition de loi Yadan, une pétition qui a dépassé les 500 000 signatures, a été adoptée et devrait normalement permettre un débat en séance publique à l'Assemblée nationale si la conférence des présidents l'y autorise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette loi Yadan, qui est une loi qui est une violation manifeste, semble-t-il, de la liberté d'expression, qui tend à amalgamer antisionisme, antisémitisme, à rendre impossible toute forme de critique de l'État d'Israël? Alors déjà, qui est Caroline Yadan? Je parlais tout à l'heure de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Elle a été élue députée. Je crois que ça doit être la 5e, je me trompe peut-être sur le nombre, mais je crois que c'est plus ou moins la 5e circonscription des Français de l'étranger, qui comprend les Français expatriés en Italie, en Grèce, à Chypre, Malte, mais surtout en Israël. Et la grosse majorité, c'est en Israël, avec beaucoup de concitoyens juifs qui ont fait leur alia, comme on dit, qui sont allés s'installer en Israël, mais qui ont conservé la nationalité française. Elle a succédé à Meir Habib. Elle lui a piqué son poste. Dans des conditions d'ailleurs un peu bizarroïdes, mais ça m'entraînerait trop loin parce que il y a eu, vous savez que je me suis pourvu devant le Conseil constitutionnel parce que les élections des Français de l'étranger sont des élections qui ont une particularité parmi toutes les élections législatives. Vous savez qu'en France, il est interdit de voter par correspondance, il y a eu trop de magouilles, et il est interdit de voter par Internet. On peut voter éventuellement par procuration, mais je crois que c'est maximum 2 procurations par personne, et donc il faut aller s'identifier au commissariat de police ou à la mairie. Et puis il y a également dans les votes non traditionnels, le vote traditionnel c'est le vote dans l'urne. Actuellement, ce qui est autorisé en France, c'est le vote par procuration. Vous êtes malade, vous êtes une personne très âgée, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous demandez à votre enfant, votre fils ou votre fille, vous lui donnez une procuration pour qu'il aille voter à votre place dans un bureau de vote. Et puis, il y a également, dans un certain nombre de communes, il y a des communes qui ont installé des machines à voter. Je me permets de signaler d'ailleurs 2 choses à ce propos. Premièrement, c'est qu'il y a eu un moratoire sur les machines à voter, c'est-à-dire qu'on ne peut plus installer de machines à voter maintenant en France depuis plusieurs années. Donc celles qui ont été installées, on n'y touche plus, mais on ne peut pas en installer d'autres parce qu'il y a quand même des très forts soupçons de magouille. Et vous me permettrez de tacler, c'est pas tout à fait votre question, mais j'en profite, de rappeler qu'il y a une commune en France, il y a peut-être celle d'ici, les Moulineaux, qui va avec, je ne sais rien, mais il y a une commune qui est spécialiste de ça, c'est la commune du Havre, qui est la seule commune, en tout cas de toute la région Haute et Basse-Normandie, où tous les votes sont faits par machine à voter. Voilà. C'est-à-dire que monsieur Édouard Philippe a fait un score très supérieur à ce que lui donnaient les sondages, et tous les votes ont été faits par machine à voter. Je dis ça, je dis rien, comme on dit maintenant, que les gens réfléchissent. Moi, je trouve ça quand même un peu, disons que ça introduit un doute légitime sur cette élection d'Édouard Philippe. S'agissant des Français de l'étranger, je reviens à mon propos d'origine, il y a une autre modalité qui n'existe nulle part ailleurs pour les autres élections législatives, c'est que vous avez le vote à l'urne qui a lieu dans les ambassades, dans les consulats, dans les alliances françaises, qu'il y a réparties un petit peu partout. Et vous avez une particularité, vous avez le vote par Internet, voilà, qui a été autorisé. On en comprend la philosophie, c'est que pour l'élection où je me suis présenté, cette circonscription géante que je décrivais tout à l'heure, où il y a, je ne sais plus combien, une 50aine d'États, enfin c'est considérable, c'est sûr que si vous voulez, en Australie par exemple, on peut voter à Sydney, à Melbourne, peut-être à Adélaïde, je ne sais même pas, à Canberra, à l'ambassade, puis c'est tout. Donc vous avez des Français qui sont à Darwin, qui sont à Perth, etc.
Alors, il y a peut-être une alliance française à Perth, mais il y a des Français répartis dans toute l'Australie, ben, ils peuvent voter par Internet. Alors ça, je le signale parce que moi, il y a les deux trucs coexistants qui n'existent pas au Havre, parce qu'au Havre, on n'a même pas la comparaison entre le vote à l'urne et les votes électroniques, ce qui est fâcheux. En revanche, dans ces circonscriptions de Français de l'étranger, on peut faire la comparaison. Et pour ce qui concerne la 11e circonscription des Français de l'étranger, j'ai eu la surprise de découvrir que dans le vote à l'urne, j'ai fait 4, et quelques pourcents, 4,5% sur l'ensemble de la circonscription, ce qui est quand même pas mal, par rapport au score auquel nous sommes habitués. Mais dans le vote à l'urne, en revanche, par Internet, j'ai fait 2%. Tiens. Ce qui est quand même assez bizarre, puisque je suis connu par Internet. Donc c'est un peu bizarre. Du coup, on a regardé les autres, et on s'est aperçu que dans les 11 circonscriptions, à la seule exception de la circonscription d'Afrique du Nord, qui est gagnée par LFI traditionnellement, où il n'y a pas eu ce phénomène, un peu comme si ça avait été, la part du feu avait été faite, mais dans les 10 autres circonscriptions, le vote par électronique a systématiquement bénéficié aux candidats macronistes. Oui. Et d'une façon spectaculaire. C'est quand même incroyable. Et donc, j'ai demandé, j'ai voulu savoir ce dont il en retournait. Et le vote par électronique est tenez-vous bien, Nicolas, de alpha à l'oméga, de A à Z, est entièrement géré par le ministère français des Affaires étrangères tout seul. Hein. Même pas le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Affaires étrangères, une boîte noire. Paraît-il qu'il y a un conseiller d'État qui supervise que tout ça est valable. Enfin bon, un conseiller d'État, si vous voulez, quelqu'un de chenu qui a, je sais pas, 65 ans, qui n'est pas forcément un expert d'Internet. Comment voulez-vous d'ailleurs, au passage, qu'un quidam peut avoir, quand il va voter, il peut pas, il faudrait, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faudrait avoir le code source de tous les programmes informatiques et examiner à nous s'il n'y a pas des boucles qui ont été faites pour favoriser un candidat à un moment ou à un autre. En tout cas, il y a quelque chose qui est très très bizarre, c'est qu'au rebours de toutes les évolutions qu'on a vues en France aux élections de 2024 qui ont marqué un effondrement de la Macronie, dans les Français de l'étranger, il y a eu au contraire une augmentation de la Macronie dans le seul vote par Internet. Alors je rappelle tout ça, je ne m'éloigne pas du sujet de départ, mais je rappelle tout ça pour replacer le cadrage. Madame Yadan, elle a bénéficié d'un vote très extraordinaire, en fait, puisque elle était arrivée dans le vote à l'urne, je crois qu'elle était arrivée en 3e position, d'ailleurs meilleure Habib, et avec le vote par électronique, elle est passée en 2e, si pas même en 1re position. Bon, voilà. Madame Yadan, elle est, comme d'ailleurs Meilleur Habib, son prédécesseur, qui se flatte, c'est pas un scoop, hein, il le dit comme matin, midi et soir, d'être un ami très proche de Netanyahou. Bon, Madame Yadan, c'est pareil. Elle est, selon toute probabilité, elle est un membre du Likoud, elle est très proche de Netanyahou, etc. Ce qui pose d'ailleurs au passage quand même un problème de savoir ce genre de députés, est-ce que c'est des députés français ou bien est-ce qu'ils représentent des Français de l'étranger, ou bien est-ce qu'ils représentent des gouvernements étrangers, ce qui est quand même pas pareil. Bon, alors là, il y a quand même un souci. Et ce souci, évidemment, prend une coloration très suspicieuse et assez désagréable, qu'elle fait cette proposition de loi qui consisterait à empêcher toute déclaration concernant des critiques véhémentes à l'égard d'Israël. Et comme vous l'avez dit, c'est d'ailleurs la personne qui a déposé cette pétition a fait un petit commentaire en chapeau dans lequel il dit, à juste titre, que ça pratique un amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme, ce qui sont quand même des choses totalement différentes, puisqu'il y a notamment aux États-Unis, vous avez beaucoup de juifs, y compris à New York, par exemple, des juifs qui sont antisionistes. Je rappelle quand même que le maire démocrate de New York, c'est un musulman maintenant, et parmi l'électorat traditionnel démocrate new-yorkais, il y a beaucoup de juifs, justement, qui ont voté pour ce musulman, hein, donc je me permets de le signaler.
Donc, et comme je l'ai dit tout à l'heure, allez voir ceux qui ont des doutes, aillent voir. Moi, je vais régulièrement parce que on y apprend vraiment souvent des choses intéressantes. Allez regarder. Alors, Haaretz, c'est vraiment le journal très à gauche d'Israël, qui est à la fois lu par des juifs de gauche, mais aussi des citoyens arabes, musulmans de gauche en Israël. Mais vous avez aussi le Jerusalem Post, vous avez aussi le Times of Israel, etc. Et je ne parle que des titres en anglais que je suis à même de lire parce que je ne lis pas l'hébreu. Vous avez dans un vrai débat démocratique, vous avez des critiques au vitriol contre Netanyahou. Pas seulement dans les journaux d'ailleurs. Je rappelle que la loi qui a été votée sous l'influence de Ben Gvir, qui est ce ministre de la Sécurité intérieure, ministre de l'Intérieur, qui est d'extrême droite, cette loi qui introduit dans le droit israélien la peine de mort, mais d'une façon tellement vicieuse que ça c'est fait pour être réservé aux Arabes. Hein, c'est-à-dire que un Arabe tuant un Juif est passible de la peine de mort. Un Juif tuant un Arabe n'est pas passible de la peine de mort. C'est quand même incroyable. Quoi que l'on pense par ailleurs de la peine de mort, mais d'avoir une peine de mort à géométrie variable selon que vous êtes juif ou arabe ou musulman, ça, c'est une loi d'apartheid. En fait, c'est un crime contre l'humanité, hein, au sens strict de la définition qu'en donne le statut de Rome de la Cour pénale internationale se référant au statut de Nuremberg. Donc, là, par exemple, sur cette question de la peine de mort, de cette loi scélérate, en France, on n'en a quasiment pas parlé, mais en Israël, vous avez 43% des députés à la Knesset qui ont voté contre. Et vous avez des gens comme Yair Lapid, l'ancien Premier ministre israélien, qui a créé un parti centriste, ou Madame Tzipi Livni, qui a été une femme qui était... qui parfois a eu des positions très dures, hein, mais on voit bien que même en Israël, il y a des gens qui sont contre le gouvernement Netanyahou, et parfois avec des mots très forts. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu 4 généraux à la retraite de Tsahal, des généraux israéliens juifs de Tsahal à la retraite, il y en a eu 4, qui ont dénoncé, et le mot, excusez-moi, il est quand même très fort, les pogroms organisés par les colons en Cisjordanie contre des Arabes de Cisjordanie. Ils ont parlé du mot de pogrom. Voilà. Donc ça veut dire que ça tomberait quasiment sous le coup de la loi Yadan en France. Ben, ça va. Donc effectivement, il y a eu cette pétition qui a été lancée et qui connaît un succès. Votre nombre doit être remis à jour, parce que hier, j'en parlais sur le direct, on était à 602 000, donc ça a déjà dépassé les 600 000. Et ce matin, on est peut-être, il faudrait vérifier, on est peut-être à 650 000. Donc c'est effectivement un succès. Au-delà de 500 000, ça contraint en effet, normalement, comme vous l'avez rappelé, ça devrait contraindre à ce qu'il y ait un débat public. Mais il n'y a pas que cette affaire de débat public, il y a aussi le substrat. Et le substrat, c'est quand même que, dans un premier temps, François Hollande, au nom du Parti socialiste, avait dit qu'il voterait cette proposition de loi Yadan. Et puis vous avez vu que Olivier Faure a fait machine arrière hier en disant que non, que le Parti socialiste s'y opposerait. Parce que c'est une loi qui ne passe quand même pas chez beaucoup de gens, et c'est pas des antisémites, c'est simplement la France est dans une dérive maintenant dictatoriale dans de nombreux domaines, où de plus en plus, par la loi, on prétend interdire aux gens de penser toute une série de choses. C'est incroyable. Vous vous rappelez, il est interdit, par exemple, à la télévision française, c'était la décision qu'avait prise, je ne sais plus, Madame Ernotte ou Madame Veil, je ne sais plus, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus personne invité à la télévision française pour émettre des doutes sur le narratif concernant le réchauffement climatique. C'est interdit. Voilà. Donc c'est incroyable, en fait. C'est-à-dire que le libre débat, et j'en sais quelque chose, évidemment, vous le savez, moi je suis totalement interdit d'antenne. Et d'ailleurs, pas seulement moi, c'est-à-dire que l'idée même de la sortie de l'Union européenne est interdite. Les médias imposent un narratif entre la droite et la gauche qui sont d'accord sur tout, en fait. Donc, on est dans un pays où de plus en plus, alors là, nous, on aurait bien besoin d'un premier amendement de la Constitution américaine,
en France, c'est vraiment la liberté d'expression qui est extrêmement menacée. C'est pas bon, parce que quand on interdit des débats, ça veut dire qu'on a affaire à des gens qui ne supportent pas la contradiction, parce que la contradiction, c'est fondamental. Enfin, c'est la vie, la contradiction. On progresse en confrontant les points de vue, et puis par le libre jugement, on voit qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison. Et donc, en interdisant petit à petit de critiquer, on n'en est plus très loin, hein, d'ailleurs, hein, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, il est très très difficile aujourd'hui d'attaquer Netanyahou. Plus exactement, c'est un peu en train de changer avec cette surprise qui me surprend. C'est les positions de Macron depuis un certain nombre de semaines, même de mois, sur ces questions. C'est-à-dire que Macron, il a reconnu l'État palestinien. Alors, je ne sais pas concrètement si ça s'est traduit réellement pour l'instant par l'ouverture d'une ambassade à Ramallah, je ne sais pas. Enfin, a priori, la France a annoncé qu'elle reconnaissait l'État palestinien. Ça faisait quand même des années, même des décennies que l'on attendait que ça. Deuxièmement, sur l'affaire de l'Iran, il a annoncé qu'il voterait avec la Russie et la Chine contre une intervention pour débloquer le détroit d'Ormuz. Donc c'est énorme que Macron ait dit que la France allait voter contre, au Conseil de sécurité des Nations Unies, contre la volonté manifestée par les pétromonarchies avec le soutien des États-Unis d'une opération militaire pour libérer le détroit d'Ormuz. Mais à mon avis, je ne sais pas, il faudrait regarder mais il faut remonter à des années pour que la France vote contre, de facto utilise son droit de veto, mais vote contre avec la Russie et la Chine, contre le camp occidental. C'est inouï. En fait, ça ne s'est pas fait parce que ce projet, le premier draft, comme on dit, le non-papier, comme ils disent aux Nations Unies, en fait, n'a pas été avalisé parce que la France a demandé et obtenu une modification des termes de cette déclaration du Conseil de sécurité. Et la France a imposé qu'il pouvait y avoir des actions défensives dans le détroit d'Ormuz, ce qui n'est pas la même chose. Action offensive, c'est-à-dire qu'on envoyait la troupe pour envahir l'île de Kerch en Iran, etc. Enfin, c'était vraiment une guerre contre l'Iran. Défensive, c'était si d'aventure des navires passaient dans le détroit d'Ormuz et qu'ils étaient attaqués, qu'on puisse répliquer aux attaques. Donc la France avait demandé ça. Donc du coup, la France n'a pas voté contre cette résolution. Et donc seules la Russie et la Chine l'ont fait. Mais enfin, on voit bien que, d'ailleurs, vous avez vu que M. Zarqa, l'ambassadeur d'Israël en France, s'est répandu sur les ondes il y a quelques jours en disant que la France n'était pas l'ami d'Israël, que la France avait pris des positions tout à fait contraires, d'autant plus que Macron, autre surprise, a interdit le survol de l'espace aérien français pour des avions convoyant des armements vers Israël. C'est quand même là aussi très, très, très étonnant. Macron est intervenu pour protester contre ce qui s'est passé au moment de la messe des rameaux, qui a été interdite au patriarche de Jérusalem sous des motifs fallacieux de risque de bombardement, alors qu'au même moment, à 300 mètres de là, il y avait au mur des lamentations, il y avait la foule et que donc Macron est intervenu pour dire que c'était absolument inadmissible ce qui s'était passé. Macron a retrouvé un petit peu les propos de Chirac quand il était allé à Jérusalem, vous vous rappelez. Macron a condamné. Là, Macron vole au secours du Liban. Macron exige qu'Israël respecte le cessez-le-feu. Voilà. Donc c'est étonnant, mais c'est comme ça, on a au plus haut niveau de l'État Macron qui a retrouvé une fibre quasiment chiracienne, sinon même gaullienne, de défense de nos intérêts nationaux fondamentaux sur cette question. Alors ça fait peut-être aussi évoluer les esprits. Je ne suis pas sûr et certain, par exemple, que le groupe Renaissance et les macronistes vont voter comme un seul homme cette proposition de loi Yadan, parce que certaines des déclarations de Macron lui-même pourraient tomber sous le coup de cette loi, si je comprends bien. Donc on est dans une situation qui est assez détestable, en fait. Faut espérer, moi je pense qu'il faut espérer que cette loi ne soit tout simplement pas votée. Voilà. D'ailleurs, j'ai cru comprendre parce que
les 600 et quelques mille signataires, il y a quand même au Parti socialiste, alors pas besoin de dire que LFI est archi contre cette loi, mais au Parti socialiste maintenant ils sont majoritairement contre. Il semble que le MoDem branle dans le manche, il semble Renaissance, on n'en sait rien, donc finalement c'est une loi qui ne va être soutenue que par la droite et l'extrême droite. C'est possible que ce soit ça. Enfin, c'est pas très sain de toute façon d'avoir des lois autant effectivement qu'il y ait des lois contre le racisme et l'antisémitisme, ça peut se comprendre. Autant des lois qui fixeraient l'impossibilité de critiquer une politique d'un État étranger, ça paraît quand même dément. Ah oui, elle pourrait être validée par le Rassemblement national en tous les cas et votée. Ah, c'est possible. C'est possible. C'est possible parce qu'on a à droite et à l'extrême droite de l'échiquier français, on a une espèce de tétanisation devant toutes ces questions concernant Israël. C'est quelque chose d'assez ahurissant. Je revoyais là, le 3 mars dernier, M. David Lisnard, dont on fait grand cas ces temps-ci sur les réseaux sociaux, qui a été invité en grande pompe sur le journal de 20 heures de France 2 pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle, ce qui, moi, évidemment, hors de question que je puisse bénéficier du même soutien, alors qu'il suffit de comparer le nombre de vues et le nombre de vidéos publiées par David Lisnard TV et puis sur UPR TV, c'est presque obscène la différence. Hein, bon. Bref, mais M. Lisnard a donc toutes les bonnes fées médiatiques qui se sont penchées sur son berceau. M. Lisnard, le 3 mars dernier, a fait un tweet pour dire que le Quai d'Orsay était comme d'habitude complètement à côté de la plaque, en arrière de la main, et qu'il fallait soutenir Trump vis-à-vis de l'Iran, que c'était très important, incroyable. Alors que maintenant, un mois après, Le Monde titre sur la débâcle, le désastre stratégique des États-Unis. Voilà, c'est-à-dire que M. Lisnard, qui ne connaît strictement rien aux questions internationales, son narratif, c'était se mettre dans la roue des Américains et des Israéliens. Voilà, c'est d'ailleurs le même tropisme du Rassemblement national. Voilà, monsieur Bardella, il est là-dessus. Voilà, je parle même pas de Zemmour et de Knafo, évidemment. Donc voilà, on est dans une situation qui est quand même préoccupante. C'est que il y a toute une partie de l'échiquier politique français dont on dit qu'ils sont nationalistes, dont on dit qu'ils sont ultra patriotiques, pas tant que ça en définitive, puisqu'ils ne défendent pas spécialement les intérêts de la France. En l'espèce, ils seraient plus prompts à défendre les intérêts des États-Unis et d'Israël. D'ailleurs, j'ai pas rêvé, rappelez-vous, au moment de la prestation de serment de Trump le 20 janvier 2025, rappelez-vous qu'il y avait eu à droite et il y avait eu à l'extrême droite, il y avait eu Madame Knafo qui s'était précipitée, qui n'avait pas été invitée mais qui avait fait comme si. Il y avait eu Zemmour, je crois. Il y avait eu Marion Maréchal. Il y avait eu tout ce petit monde qui avait essayé d'être à Washington pour faire comme s'ils avaient été invités. Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus discrets sur ces questions. Moi, je ne leur jette pas forcément la pierre parce que c'est vrai que Trump a beaucoup évolué. Ça, c'est vrai. Moi, personnellement, je l'ai dit, et ça sera à refaire, je le redirai. Entre Trump et Kamala Harris, à l'époque, je pensais qu'il valait mieux Trump. Maintenant, ça se discute parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'en définitive, c'est pas forcément si différent que ça de ce qu'aurait fait Kamala Harris, dont je rappelle qu'elle critique Trump aujourd'hui, mais pendant la campagne présidentielle, elle avait dit qu'un des sujets les plus importants des questions internationales, c'était de régler l'affaire iranienne, d'interdire à l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. En fait, c'était le même narratif, mais il faut comprendre que ce sont les mêmes lobbies qui agissent derrière. Oui, ce sont exactement les mêmes lobbies qui agissent derrière. Eh bien, écoutez, on a déjà passé presque 1h30 ensemble. François, je pense que ça passe vite. C'est bien. Ça passe très vite. Écoutez, j'espère. Peut-être une petite question, je sais pas, un petit mot, parce que là, il y a quelque chose qui me préoccupe quand même un peu. Allez-y. C'est ce qui se passe en Alsace. Que vous avez vu qu'il y a dans une espèce de chaos, la presse titre justement sur
un peu grand n'importe quoi. Vous savez que l'idée, c'est de sortir l'Alsace de la région Grand Nord-Est. Donc, alors déjà, ces régions ont été charcutées par François Hollande sans rime ni raison. Vous vous rappelez, ça a été décidé comme ça, tout le monde est tombé des nues. Moi, j'ai apporté une explication, je n'en ai pas trouvé de meilleure, mais je vois que personne d'autre n'a trouvé d'explication. Moi, l'explication que j'ai trouvée à ce charcutage de Hollande, c'est d'obéir à cette volonté stratégique dont les Français sont totalement inconscients, qui est progressivement d'adopter une congruence administrative, un régime, un découpage administratif se rapprochant de celui de l'Allemagne fédérale d'un côté ou des États-Unis de l'autre, avec l'objectif final étant d'avoir les États-Unis d'Europe, comme il y a les États-Unis d'Amérique, dans un cas capitale Washington, dans l'autre cas capitale Bruxelles, ensuite des États fédérés, mais les États fédérés n'étant pas la France, l'Italie, l'Allemagne, etc., les États fédérés étant des États, les grandes régions européennes, qui ont la taille de, par exemple, la grande région Grand Nord-Est, c'est la taille, en gros, de la Caroline du Sud ou de la Virginie occidentale. Hein. Pareil pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc ça, c'est pareil pour le Land de Bavière, le Land du Schleswig-Holstein, de Mecklembourg, de la Saxe-Anhalt, Rhénanie-Westphalie. Voilà. Donc l'idée qui est que personne, à part moi, ne dit, il y a peut-être Pierre Hillard qui l'avait signalé, l'idée c'est quand même en fait de détruire les États-nations en Europe, mais c'est une vision à moyen terme, hein, ça ne va jamais, pour promouvoir des régions, pour vider de substance les départements qui sont trop petits, pour vider de substance les communes qui sont jugées trop petites, et pour promouvoir des intercommunalités. Hein, donc et les métropoles, c'est la politique des métropoles, régions, métropoles. L'idée étant de passer de la France héritée de la Révolution française avec les communes qui sont les anciennes paroisses d'Ancien Régime, les communes, les départements qui ont été créés en 1790 pour faire voler en éclats toutes les provinces d'Ancien Régime qui avaient des tailles extraordinairement différentes, entre le Dauphiné, par exemple, ou la Lorraine, qui étaient des très grandes provinces, et puis l'Aunis ou la Saintonge, qui étaient de toutes petites provinces. Donc tout ça a volé en éclats à la Révolution française, et donc ça a été une espèce d'année zéro avec les départements. Ça a été une espèce de coup de force contre l'histoire de France, mais ça a correspondu à l'esprit égalisateur des Français, et ça leur a bien convenu. C'est-à-dire que tout le monde ait des départements d'une taille relativement comparable, calculé pour qu'on puisse aller au chef-lieu et retour en une journée à cheval depuis le point le plus éloigné du département. Ça a convenu aux Français. C'est au même moment à peu près qu'on adopte le système métrique avec les mêmes mesures de poids, etc., de distance à travers tout le royaume. Voilà. Donc ça, c'est cette volonté, et donc ça donnait les départements auxquels les Français sont très attachés. Les Français sont très attachés à leurs communes, les anciennes paroisses d'Ancien Régime, à leur département en 1790 et, normalement, à leur pays, c'est-à-dire à la France. Mais l'idée qui est dans les tuyaux, qui n'est jamais expliquée parce qu'on sait très bien qu'il y aurait un refus, ça paraît tellement énorme, l'idée c'est de progressivement abandonner ça pour passer à un schéma différent qui est celui de l'Europe unie, avec des États-Unis d'Europe, comme je le disais, avec des États fédérés, mais qui ne sont pas les grandes nations qui sont trop grandes, qui ne sont pas les départements qui sont trop petits, donc des provinces ayant la taille de la Caroline du Sud ou de la Virginie occidentale, et puis ensuite d'avoir des grandes communes, des intercommunalités qui aient la taille des comtés américains. Parce que nous, on a, paraît-il, trop de communes, donc il faut avoir la taille. Et donc, on est entre ces deux mondes, où on a toujours la commune, enfin la truc hérité de 1790, mais on nous a imposé progressivement ces nouveaux découpages. C'est ça qui explique d'ailleurs ce millefeuille administratif délirant qu'on a en France. C'est qu'en France, vous avez la commune, les intercommunalités, avec parfois des métropoles qui ont un peu comme les villes hanséatiques de Brême ou de Hambourg, ou comme Washington, d'ici.
Puis vous avez le département, puis la région, puis la France, puis l'Europe. Voilà. Ça fait un truc. Alors à chaque fois, évidemment, ça coûte les yeux de la tête. C'est dans ce cadre que Hollande a décidé de, comme ça, personne ne lui avait rien demandé. Enfin, rappelons un peu l'histoire des régions, je me permets quand même de le dire. Les régions ont été supprimées en 1790, les provinces d'Ancien Régime ont été supprimées en 1790 au profit des départements. À la Restauration, après Napoléon Ier, à la Restauration, ni Louis XVIII, ni Charles X, ni Louis-Philippe ne sont revenus ils ont conservé les départements. La Deuxième République les a conservés, Napoléon III aussi, la Troisième République, la Quatrième République, tout le monde a conservé. Donc on vivait, les Français étaient parfaitement habitués à cette nouvelle organisation qui correspondait, alors certains ont hurlé au jacobinisme, mais enfin ça correspondait bien à la volonté d'égalité des Français. Bien. Il se trouve qu'on a vu repointer l'idée des provinces, des régions, sous Pétain. Pétain, d'un seul coup, s'est aperçu qu'il fallait recréer des régions. Et il n'a pas recréé les provinces d'Ancien Régime, il n'a pas créé la Launis, la Saintonge, il a créé des régions en reprenant certaines des anciennes provinces, la Bretagne, la Lorraine, etc., puis en créant d'autres, qui est à peu près la même taille. Mais Pétain a fait ça avec quand même comme arrière-pensée de veiller à l'unité nationale. C'est la raison pour laquelle Pétain, par exemple, a créé la région des Pays de la Loire. C'est en 1941 que ça se passe, en retirant le département de la Loire-Atlantique et la ville de Nantes qui devient le chef-lieu de la région Pays de la Loire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les indépendantistes ou les autonomistes bretons n'ont de cesse que de réclamer que le département de la Loire-Atlantique soit rattaché à la région Bretagne pour reconstituer en fait la province d'Ancien Régime. Hein, la Bretagne telle qu'elle existait du temps d'Anne de Bretagne et avant son mariage avec Charles VIII. Puis lorsque Charles VIII est mort, vous savez qu'elle a été remariée avec Louis XII. Donc, l'idée qu'avait Pétain, pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée d'ailleurs très curieuse? Très probablement à la demande des Allemands. C'était sous l'occupation. Les Allemands, voyant bien tout le profit qu'il y avait à reconstituer des féodalités pour briser la France. Ce qui a fait la force de la France révolutionnaire, la France napoléonienne, etc. Et la France de la Belle Époque, la France de la vainqueur de 1914-1918, c'est justement cet État centralisé, patriotique, etc. Les Allemands ont poussé à la reconstitution des provinces. Ce que je dis est d'ailleurs tellement vrai que le mouvement indépendantiste ou autonomisme en Bretagne, qui avait une revue qui s'appelait Breisatao, c'est-à-dire Bretagne libre en breton, avec Morvan-Marchal qui était l'un des rédacteurs de ça. C'est Morvan-Marchal qui a inventé le drapeau breton. Le drapeau breton que vous voyez en Bretagne est de création très récente, dans les années 1923, à peu près, c'est en s'inspirant du drapeau américain, parce qu'il n'y a jamais eu ce drapeau avant. Hein. Anne de Bretagne, elle avait le manteau d'Hermine. Si vous allez à Nantes, si vous regardez, il y avait le manteau d'Hermine qui était effectivement blanc avec des petites... Ça, c'était effectivement les armoiries du duché de Bretagne. Mais les bandes noires et blanches, non. Avec le carré, ça, c'est un copier-coller du drapeau américain. Et ce mouvement, ce drapeau qu'on appelle le Gwenadou en breton, a été promu par les autorités d'occupation. De telle sorte que Morvan-Marchal, à la Libération, a été frappé d'indignité nationale. Et dans les années 60-70, sous De Gaulle, le drapeau breton était interdit sur les plaques d'immatriculation en France, ou même sur les voitures. C'était considéré comme un truc séditieux inventé par les Allemands. Je me permets de le signaler. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, qui vont dire que c'est scandaleux, mais c'est la vérité historique. C'est la vérité historique. Et c'est dans ce cadre général que on voit bien que lorsque De Gaulle est arrivé et est revenu à la Libération, à la demande des communistes d'ailleurs, qui n'étaient pas les derniers à lutter contre ça, et de Gaulle, les provinces qui avaient été créées par Pétain, les nouvelles régions, ont été supprimées. On est revenu au département, parce qu'on a considéré que cette architecture avait été en fait suggérée, insufflée, proposée
par les Allemands qui ils avaient rattaché au Reich nazi, au Troisième Reich, ils avaient rattaché forfaitairement tout de suite l'Alsace et la Moselle, et donc revenir en la France de 1871, et le reste avoir développé des provinces qui auraient nui en fait à l'unité nationale française, qui est quand même, en fait, les Allemands. Il faut comprendre la mentalité allemande. Depuis la fin de la guerre de 30 ans, en 1648, vous savez que la France, sous la réflexion de Richelieu, puis poursuivie par Mazarin, il y a eu une volonté française au XVIIe siècle qui a été d'empêcher l'unification allemande. C'est ce qui a fait d'ailleurs que la France a dominé l'Europe, donc le monde, sous Louis XIV, la France du grand siècle. C'est que la France était devenue un pays moins unifié qu'on a bien voulu le dire, parce qu'il y avait quand même des fortes provinces, des parlements de province. Mais enfin, Louis XIV avait une telle personnalité qu'il avait quand même imposé. Après, ça va se détendre sous Louis XV et les parlements vont revenir un petit peu en avant. Mais Louis XIV avait imposé donc une monarchie absolue. Et sous Louis XIV, qui avait, quand il était petit, avait failli passer avec la Fronde, hein, donc il se battait contre les féodalités. Et au même moment, Richelieu puis Mazarin avaient empêché qu'il y ait une unification allemande. Donc c'est d'où cette espèce d'éparpillement de l'Allemagne qui va durer jusqu'à Bismarck, avec des évêchés, des royaumes, le royaume de Bavière, le royaume de Prusse, des duchés, le duché de Bade-Wurtemberg, etc. Donc une espèce de mosaïque avec des électeurs du Saint-Empire, d'autres qui ne le sont pas, etc., etc. Et ça a été voulu délibérément. Et les Allemands, notamment Bismarck, envoyaient une haine tenace à la France parce qu'ils avaient empêché l'Allemagne de s'unifier, de devenir une grande puissance. Au passage, d'ailleurs, c'est ce qui explique aussi que l'Allemagne n'est pas faite de colonies. C'est que les Allemands, au XIXe siècle, étaient trop occupés à essayer de se fédérer, pareil pour l'Italie, alors que la France et l'Angleterre, qui étaient des États unifiés, eux, se sont lancés dans l'aventure coloniale. Je ferme la parenthèse. Donc, lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1944, il considère que c'est la volonté des Allemands qui ont voulu diviser pour régner la France, comme nous, on l'avait fait pendant la guerre de 30 ans. Et De Gaulle supprime les provinces. Et il faut attendre 1972, De Gaulle étant mort, pour que Pompidou décide de recréer les régions. Pourquoi est-ce que Pompidou l'a fait ? Probablement sous l'influence du lobby pro-européen. C'est le même Pompidou qui, dès 1969, De Gaulle étant encore vivant, avait relancé l'idée que le Royaume-Uni entre dans le marché commun. Hein. Donc Pompidou avait déjà commencé à trahir De Gaulle, et Pompidou entrait déjà dans le narratif des grandes régions européennes. Donc Pompidou a créé des régions qui étaient réclamées par personne. On a expliqué que c'était pour l'aménagement du territoire. Et Pompidou, il a repris le découpage Pétain. En gros, je crois que c'est pratiquement, il a repris notamment le fait que la Loire-Atlantique ne soit pas dans la région Bretagne. Mais c'est Pompidou qui a fait ça. Et Pompidou, à l'époque, après avoir hésité, a fait de ces régions des établissements publics administratifs, c'est-à-dire avec des fonctionnaires qui avaient un rôle de coordination des départements. Moi, quand j'étais stagiaire de l'ENA en 1983 à la préfecture de Nice, en région PACA, je me rappelle, on était allé à une réunion régionale qui était organisée par la région, justement, le préfet de région. Alors, on était entre deux mondes, mais c'était encore ce système d'une région qui coordonnait l'action des départements. C'était un truc assez léger, voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Mitterrand, en 1982, sous les conseils probablement intéressés de Jacques Attali, Mitterrand a décidé de faire la décentralisation, de donner donc aux communes et aux départements d'en faire des collectivités de plein exercice et donc qu'il n'y ait pas de contrôle a priori de leurs actes, mais seulement a posteriori, donnant notamment à des communes le permis de construire avec toutes les dérives qui étaient prévisibles et qui se sont réalisées avec notamment une flambée de permis de construire de complaisance, des choses comme ça, plus de la prévarication, de la corruption dans certaines régions de France. Mais Mitterrand a décidé de faire des régions de Pompidou des collectivités territoriales de plein exercice
avec des élus des élections régionales, avec des élus, avec des hôtels de région. Il a fallu constituer des hôtels de région qui ont coûté les yeux de la tête, et avec la création de 1700, je crois que c'est 1783 ou 1785 conseils régionaux dans toute la France, et chacun ayant des émoluments compatibles avec leur rang, à chacun avec son chef de cabinet, avec ses collaborateurs, toute l'architecture de la région. Donc ça a coûté, au bas mot, ça coûte actuellement 4 à 5 milliards d'euros, cette création des régions de plein exercice. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'on s'est dit, après avoir fait ça, mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme travail ? C'est aussi clair que ça. D'où les répartitions des lois de décentralisation de 82-83 que moi j'avais vécu quand j'étais stagiaire de l'ENA à Nice. C'est que on s'est dit il faut donner comment dirais-je, des pouvoirs propres aux régions. Alors par exemple, ça s'est traduit en matière d'éducation, c'est-à-dire que les communes, elles s'occupent des écoles, de l'école primaire. Les régions s'occupent des lycées, des collèges et des lycées, et les départements, s'occupent des collèges et des lycées, et ce sont les régions qui s'occupent des universités. Mais alors, en faisant ce système, on a augmenté, comme je le disais, le millefeuille administratif, et on a donné un argument formidable aux petits malins, et qui vont chercher des subventions partout. Donc, si vous voulez des subventions, vous commencez à la commune, interco, la commune, l'intercommunalité, le département, la région, la France, l'Europe. À chaque fois, vous essayez de tirer sur la bête. Et puis, on a acheté les partis politiques. Parce que dans les régions aujourd'hui, nous, on propose à l'UPR la suppression des régions pour faire 5 milliards d'euros d'économies. Finalement, on se débrouillait très bien avant 1982, franchement. Mais vous comprenez bien qu'aucun parti politique, le RN, LFI, les Républicains, le PS, etc., les Renaissances, ils ont des élus là-dedans qui sont sur la bête. Donc personne ne veut remettre en cause ce système. Alors il s'est produit la décision de Hollande de faire la grande région Grand Nord-Est pour être à la taille de la Virginie occidentale. Enfin, c'est moi qui le dis, jamais il a dit ça. Mais il n'a pas donné d'explication. Donc, le problème auquel il s'est heurté, s'agissant de l'Alsace, c'est que on a en France des régions qui ont une plus ou moins forte personnalité. La région, je suis pas du tout offensant, mais la région, par exemple, Centre-Val de Loire, n'a pas une personnalité. Il y a des magnifiques monuments, des châteaux de la Loire, etc., etc. Mais enfin, il n'y a pas une personnalité très extraordinaire. Il y a une plus forte personnalité en Bretagne, en Alsace ou en Corse, où là, ce sont d'ailleurs des régions où il y a une langue régionale qui tient un petit peu. Alors, ça reste là aussi à démontrer, parce que vous savez qu'en Bretagne, il y avait en fait 2 idiomes. Il y avait le gallo qui est à l'intérieur de la Bretagne, et puis le bresonnais qui est à la périphérie. Donc la langue bretonne telle qu'on la connaît, en fait, a été codifiée en 1920, toujours à peu près dans les mêmes dates d'ailleurs. Mais bon, en Alsace, c'est vrai que quand vous allez en Alsace, c'est une région qui a une spécificité, qui a été rattachée d'ailleurs sous Louis XIV, sous les conseils de Vauban, il fallait avoir l'hexagone comme les places fortes. Donc l'Alsace a été rattachée, et même encore aujourd'hui, nos compatriotes alsaciens parlent volontiers de la France, de l'autre côté des Vosges, comme la France de l'intérieur. Ils ont gardé, comme vous le savez, les spécificités héritées du Deuxième Reich, du Reich bismarckien, puisqu'il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État en Alsace-Moselle. Ils ont gardé, il n'y a pas de conservation des hypothèques, ils ont un livret foncier, enfin, etc., etc. Bien. Donc là, il y a une vraie spécificité, et les Alsaciens n'ont jamais accepté, en fait, cette décision forfaitaire de Hollande. D'où, là, ils reviennent à la charge pour ça. Mais le problème qui se pose, moi j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amitié, d'abord pour tous mes compatriotes, quels qu'ils soient, pour les Alsaciens, parmi lesquels on compte beaucoup de patriotes français d'ailleurs, la grande majorité. Mais il a été décidé d'en faire une espèce de région test, la collectivité européenne d'Alsace.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui obéit. Ça n'a pas été demandé par les Alsaciens. La première tentative de faire ça a été sous Hollande en 2013. Il a voulu supprimer les 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour faire une seule collectivité européenne. Pourquoi européenne? Parce que c'est une eurorégion, etc. En mettant le drapeau blanc et rouge de l'Alsace sur le devant de la scène et le drapeau bleu aux étoiles d'or de l'Union européenne. Et en mettant un peu de côté, alors il y a quand même des drapeaux français encore, mais en mettant un peu de côté le drapeau français bleu, blanc, rouge. Il y a donc une volonté délibérée d'un début de démembrement de l'unité nationale au passage. Pour faire ça, il y avait à l'époque nécessité d'un référendum, c'était la loi Guémard. Il y a eu un référendum qui a eu lieu en 2013 en Alsace, dans les 2 départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Nous, on était un petit mouvement, mais on était allés militer sur place pour que les Alsaciens votent non. Pour que le référendum fût adopté, il y avait 4 conditions à remplir. Il fallait que dans les 2 départements, il y ait au moins 25% de participation, ce qui n'est quand même pas énorme. Et il fallait que dans les 2 départements, il y ait plus de 50% des suffrages, 50% plus une voix. Voilà. Or, sur ces 4 conditions, il n'y en a qu'une seule qui a été remplie. S'agissant de la participation, dans le Bas-Rhin, je crois que ça a dû être quelque chose comme peut-être 18%, et dans le Haut-Rhin, quelque chose comme 13%. C'est des vieux souvenirs, il faudrait revoir, je ne suis pas sûr et certain, mais c'était dans les 2 cas inférieur à 25%. Ce qui montre que les Alsaciens, en fait, ils n'en avaient rien à faire de cette histoire, ça ne les concernait pas. Quand vous avez un référendum où il n'y a que 15% des gens qui se déplacent, ça veut dire que ça ne correspond absolument pas à une volonté populaire. Et pour les résultats, il n'y a que dans le Bas-Rhin où il y a eu la majorité, mais dans le Haut-Rhin, la majorité a voté contre cette fusion des 2 départements. Je me rappelle être allé à Colmar, il y avait des habitants de Colmar qui disaient non, on ne va pas voter oui, parce que c'est encore une fois Strasbourg qui aura tout, parce qu'il y a des rivalités intra-régionales. Donc ça avait été rejeté. Donc on n'en parlait plus. Mais Macron, en 2018, a ressorti le truc, et cette fois-ci, il n'a pas fait de référendum, parce qu'entre-temps, la loi Guémard avait été supprimée, et il a fait adopter par les élus locaux alsaciens, il a fait un peu le même truc que Sarkozy, quand Sarkozy a fait adopter par le Congrès le traité de Lisbonne, qui reprend la Constitution européenne que les Français avaient rejetée par référendum. Macron a fait un peu la même chose. Il a fait adopter par les élus alsaciens ce principe d'une collectivité européenne d'Alsace que les électeurs avaient rejeté. Mais c'est plus facile, excusez-moi, je le dis dans le sens métaphorique, pas forcément précis, mais c'est plus facile d'acheter des élus en leur faisant miroiter des avantages divers et variés, en faisant d'eux des conseillers d'une collectivité, etc., etc. Mais vous voyez que le ver est dans le fruit, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'État, en fait, de démembrer. Donc, il y a 2 sentiments différents. Il faut être précis, il faut avoir une analyse fine. Nos amis alsaciens, nos compatriotes alsaciens, d'ailleurs, ils ne sont pas que alsaciens, ils ont souvent, comme partout en France, vous avez un Alsacien, puis dont la mère est originaire de l'Essonne ou des Yvelines, et le père est alsacien, etc. Enfin bon, on est un seul peuple. Mais vous avez donc une volonté que je trouve tout à fait légitime, ça contribue même à l'intérêt de la France, qu'en Alsace, on conserve des traditions, on conserve un habitat, c'est une région absolument magnifique, pareil pour la Corse. Ça, c'est une chose, mais c'en est une autre que de dire, en fait, on assiste au démembrement pour aller vers cet États-Unis d'Europe où l'Alsace serait devenue un État fédéré traitant directement avec Bruxelles, ce qui est par ailleurs le cas. C'est-à-dire que par ailleurs, on n'a de cesse que de dire, par exemple, à Strasbourg, traiter directement avec Bruxelles pour avoir des subventions, ça ne passe même plus par Paris. Donc vous voyez bien qu'il y a à la fois des choses qui sont justifiées dans le fait que les Alsaciens, il faut se mettre à la place des Alsaciens qui étaient habitués à traiter leurs affaires à Strasbourg du temps de la région jusqu'à Hollande. D'un seul coup, on leur explique que maintenant, c'était à Reims que ça se passait. Enfin, Reims, c'est à 1 heure de Paris. Enfin, c'est dingue. Donc, ils ne se sont pas sentis. Donc, il y a cette volonté
de revenir derrière. Mais, encore une fois, c'est une volonté ambiguë, qui est portée d'ailleurs par des députés Renaissance. Moi, ce que je note en tout cas, c'est que le Rassemblement national sur ces questions, alors qu'il devrait quand même être, à mon avis, un défenseur de l'unité nationale, qui est inscrit dans notre Constitution, à chaque fois qu'il le peut, le Rassemblement national est favorable aux mouvements régionalistes les plus autonomistes qui soient. Il y avait d'ailleurs jadis le patron d'un parti, disons, autonomiste, pas indépendantiste, mais très autonomiste, qui s'appelait Alsace d'abord, qui faisait partie du Front National. Et au moment d'ailleurs du référendum de 2013, dans un premier temps, le Front National avait appelé à voter oui à la collectivité européenne d'Alsace. Et puis après, ils avaient changé, notamment compte tenu de notre présence sur le terrain. Donc, c'est à suivre de près cette affaire, parce que moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que on introduit dans l'esprit des gens, c'est la volonté vous savez, des expérimentations que Macron veut. Il y a une loi qui favorise des expérimentations. Donc, c'est tout le tissu de la République unie, indivisible, qui s'effiloche. On le voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit en Corse, on le voit en Alsace, on le voit un peu en Bretagne, etc. Donc il y a une volonté qui n'est pas de défendre le bec et ongle de l'unité nationale, ce qui, à l'époque où l'on vit, est quand même catastrophique, en fait. Voilà. C'est comme l'enseignement des langues régionales. Je trouve normal que des populations veuillent conserver une langue régionale, mais la promotion que l'on fait des langues régionales au détriment de l'ouverture sur le monde, bon, je vais peut-être paraître quelqu'un de très conservateur. Je ne pense pas que je sois conservateur, je pense que je suis plutôt ouvert sur le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, vous avez plus de jeunes Français qui apprennent la langue bretonne que le chinois, par exemple. Et contrairement à ce que l'on croit, les Chinois ne parlent pas l'anglais, hein. Et la Chine est en train de devenir la première puissance mondiale. Voilà. L'enseignement des langues dites exotiques, comme le chinois, même le russe, le japonais, l'hindi, n'en parlons pas, tout ça est passé à la trappe. Donc je ne trouve pas que ce soit forcément une très bonne façon de préparer le XXIe siècle, au moment où la Chine est en train de devenir de très loin la première puissance mondiale, qu'on ait aussi peu d'enseignement de la langue chinoise, du mandarin, je parle, il y a plusieurs idiomes aussi, mais de la langue chinoise, et que, au contraire, on favorise des langues pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais qui ne sont pas des langues qui ont une utilité particulière au XXIe siècle. Voilà. Donc tout ça, ça participe quand même d'une volonté de démembrement, parce que l'on voit bien que ce qui se cache derrière, c'est en fait d'attaquer la France. Par le bas, avec le développement des régions auxquelles on donne de plus en plus de pouvoir, par le haut, par l'Union européenne. Donc elle est attaquée de partout. Par le bas, par des langues vernaculaires régionales, par le haut, par le tout anglais. Et la France, qui est présentée systématiquement dans les médias de façon une espèce de bruit de fond, la France, elle présente une particularité incroyable, si vous y réfléchissez un instant, c'est qu'elle est présentée comme toujours extrêmement dominatrice, tyrannique, vue de Brest, de Quimper ou d'Ajaccio. Enfin, c'est comme ça qu'on nous présente, une espèce de tyrannie jacobine. Mais vu de Bruxelles ou de Washington, c'est ridicule, c'est un tout petit pays qui doit fusionner. Donc il faudrait savoir. La France, elle présente cette particularité d'être à la fois tyrannique et d'être insignifiante, selon le point de vue. Donc on voit bien qu'en fait, ce dont il s'agit, c'est bien d'attaquer la France.